Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce Oui, webinaire. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Romain Favreau, ingénieur avant-vente chez Veid et accompagné de Laurence Duplex. Donc, tu peux te présenter, ouais, Laurence je t'en Duplex, prie. donc sales chez Veid sur l'Île-de-France, donc en accompagnement d'avant-garde. Voilà, donc nous allons passer un certain temps ensemble pour vous présenter un certain nombre de choses à propos de la sécurité de la messagerie d'une manière générale et de ce que nous proposons chez Veid pour pouvoir renforcer celle-ci. Nous allons commencer par une petite introduction, une présentation de la société pour vous donner un peu le contexte et pourquoi on vient vous présenter ça aujourd'hui. Et ensuite, on fera un focus sur la sécurité de l'email, les types de menaces qu'on peut observer. Qu'est-ce que nous avons comme technologie pour justement détecter et bloquer ces menaces chez Veid et ce que nous allons pouvoir vous proposer comme produits qui peuvent s'intégrer dans vos environnements. Donc, Laurence, je vais te laisser commencer pour présenter cette planche. Voilà, et n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions surtout, hein, on est là pour y répondre. Donc, alors juste une petite introduction pour vous présenter qui est Veid. Donc, on est une société française. Notre siège est basé à Lille. On est aujourd'hui à peu près 160 personnes. Comme vous pouvez le voir sur la map monde, nous avons des agences qui sont commerciales et techniques de Vancouver à Tokyo. Euh, Sur les 160 personnes que nous sommes, 80% sont à peu près sur l'île et le reste répartis sur ces agences. Alors, ce qui est important de voir dans cette slide, c'est qu'aujourd'hui, Veid protège plus d'1 milliard de boîtes mail à travers le monde. Donc, 1 milliard, ça nous place en deuxième position, en fait, juste derrière Google. Pourquoi c'est important? On a un produit qui est essentiellement basé sur de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le savez, pour avoir un produit performant, il nous faut de la data. Donc, plus vous avez de remontée de data et plus vous aurez un produit qui sera performant. Donc, ce milliard, c'est tout l'intérêt en fait pour nous d'avoir de l'avoir. Donc, il est réparti de la façon suivante, hein. On a un premier marché qui est le marché des FAI. On a à peu près aujourd'hui 100% des opérateurs français, mais également 100% des opérateurs japonais et une très grosse présence sur l'Europe. Et puis, on a un second marché, c'est celui dans lequel vous allez vous trouver, qui est le marché des corporates. Et là, on va adresser des sociétés, alors autant dans le privé que dans le public, hein, mais on va dire entre 0 et 6 000 boîtes aux lettres. On va bien au-delà. Néanmoins, le gros du marché se trouve entre 0 et 6 000. Excusez-moi. Dans ce qui pourrait vous intéresser dans cette présentation, donc on a un support en français et en anglais qui vous est destiné hein, en 24/7. On l'a grâce en fait à toutes ces agences qui sont présentes. On a aujourd'hui 15 brevets, ce qui nous met dans une très bonne position et on est en mode 100% indirect. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la société en elle-même? Je pense que non, donc on peut y aller, Romain. Très bien, je réactive mon micro, ça fonctionnera mieux. Je te remercie, Laurence. Alors, on a Bruno qui nous écrit un petit message. Alors, on va peut-être attendre de voir. Normalement, vous avez la possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez. OK. Euh, donc, on va commencer par ce message que le fait de sécuriser la messagerie électronique et la sécurité de la messagerie électronique, c'est pas quelque chose d'annexe, hein, c'est vraiment, ça fait partie de la cybersécurité et de la sécurité d'un système d'information. Et finalement, c'est l'affaire de tous. Alors, ce message, il est joli, mais pourquoi on l'annonce comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 9 attaques sur 10, 9 cyberattaques sur 10 qui commencent par un email malveillant qui va être un premier vecteur, un vecteur initial pour rentrer dans un système d'information. Pourquoi finalement? Parce que, cet email, il arrive directement sur un utilisateur final,
qui n'est pas forcément très bien formé, qui n'a pas forcément une culture informatique, très importante et qui va pouvoir, eh bien être trompé par l'attaquant, qui utilise diverses méthodes pour l'amener à finalement réaliser des actions qui peuvent être dangereuses, soit pour, lui-même, si jamais il s'agit d'une arnaque, soit, pour l'entreprise ou l'environnement, professionnel dans lequel il évolue. Et ça, on pourrait se dire que l'email, ça existe depuis longtemps, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour rentrer dans un système d'information, qu'on doit mettre des protections en place un peu partout. C'est vrai, c'est nécessaire, mais on se rend compte toujours que bien, l'email reste le premier vecteur de cyberattaque et d'intrusion initiale. Sur l'année 2020 en particulier, on a quelques statistiques, hein. On a plus de 7 attaques sur 10 qui étaient en 2019, qui étaient motivées financièrement, donc avec un aspect financier et une attaque qui n'était pas faite spécifiquement pour nuire à une entreprise, par exemple, ça pourrait être quelque chose diligenté par un concurrent ou même un État dans certains cas, mais simplement pour essayer d'en tirer un bénéfice financier. Qu'il y a eu une explosion des attaques de phishing, donc avec de l'usurpation de marque, notamment au début de la pandémie, du Covid-19, puisqu'il y a eu beaucoup recours, eh bien, au télétravail, à l'utilisation massive d'outils de collaboration à distance, ce qui n'était pas forcément le cas, dans toutes les entreprises, qui ont dû être mis en place pour certains assez rapidement et eh bien, les attaquants ont vu une opportunité, dans ceci et ont lancé beaucoup plus d'attaques de phishing qu'auparavant. Il y a des enquêtes qui sont faites auprès des entrepreneurs et aujourd'hui, le phishing, donc l'usurpation, de marque, d'un service que vous pouvez utiliser est vraiment perçu comme, une des menaces les plus importantes. Et sur la partie CryptoLocker, donc, qui n'arrive pas forcément par email, mais dont l'email est un des moyens de distribution qui, dans le cas de ce type de programmes malveillants, vont chiffrer vos informations et rendre finalement certaines machines, voire une partie de votre système d'information indisponible. Il y a eu une explosion des mots-têtes sur la fin de l'année dernière. Alors, il a depuis été, grâce à une coopération internationale, plus ou moins été éradiqué, mais ça a fait beaucoup de dégâts et il y a toujours des nouveaux cryptolockers de toute façon qui arrivent. Et aujourd'hui, finalement, toutes ces attaques, on pourrait se dire qu'on n'est pas concerné, que, le secteur dans lequel on évolue ou la taille de notre société fait qu'on va pas être une cible intéressante, pour, des attaquants. Mais le fait est qu'ils ne ciblent pas forcément pour des raisons, on va dire, stratégiques, mais simplement pour un gain financier, fait qu'ils ciblent tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez tous les jours des nouveaux articles de presse qui sortent avec des nouvelles entreprises, des nouveaux, dans le secteur public aussi, hein, des mairies ou autres qui se sont fait attaquer, qui ont perdu de l'argent dans certains cas sur des attaques, de type, usurpation d'identité ou arnaque au président ou, simplement, qui ont des systèmes d'information qui sont complètement par terre et qui vont mettre beaucoup de temps pour pouvoir les récupérer et les remettre en place derrière. Donc c'est vraiment une menace, qui pèse sur tout le monde et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors il ne faut pas non plus, complètement paniquer face à ça, mais le fait que finalement la messagerie soit un vecteur, initial d'attaque dans beaucoup de cas, fait que c'est important de penser à la sécurité de sa messagerie. Donc qu'est-ce qu'on rencontre, comme type d'attaque, par email? Donc l'email, vous le recevez tous, directement. Vous avez une boîte aux lettres et on va retrouver, plusieurs types de menaces qui peuvent arriver par email, donc qui sont représentées sur ce graphique. Des menaces les plus volumineuses, en bas et qui sont aussi en général les moins dangereuses, aux menaces les plus ciblées et donc les moins volumineuses, en haut et qui sont les plus dangereuses. Donc vous connaissez tous le spam, ça va être des publicités, en général non enfin toujours plutôt non sollicitées pour vous vendre des produits qui parfois, n'existent pas, vous rediriger vers des sites un petit peu étranges ou en général, bon, on essaye quand même de vous vendre, un service, alors qui peut être bon, qui peut être, mauvais, mais il y a plus ou moins quelque chose derrière. Problématique de ces emails, c'est qu'en général, vous n'avez jamais donné votre adresse email, vous n'avez jamais demandé à les recevoir bien sûr, vous ne pouvez pas vous en désinscrire. Quand vous avez un lien de désinscription en général, ça sert plutôt à diffuser votre adresse email qui va être inscrite à d'autres choses et c'est plutôt embêtant. Mais ça pose pas une vraie problématique de sécurité d'un point de vue, système d'information puisque l'objectif c'est pas de verrouiller votre machine, ni de s'introduire, dans votre SI. C'est plutôt de vous faire acheter quelque chose. Après on va retrouver les scams.
Alors, on pourrait croire qu'il y en a moins qu'avant, mais dans les faits, il y en a toujours pas mal. C'est que c'est un petit peu mieux détecté aussi par les filtres, où ça va être plutôt de l'arnaque, donc un attaquant qui va essayer de prendre contact avec vous, d'engager la discussion avec vous, mais qui cible vraiment extrêmement large, qui envoie ça à tout le monde. Il n'a pas fait de recherche particulière et il y a plusieurs types d'arnaques liées à ça. Ça peut être des arnaques liées au gain, à la loterie, où on vous indique que vous avez gagné un prix. Les arnaques que tout le monde connaît, je pense, liées à, une personne décédée dans un pays éloigné, on vous demande vous avez potentiellement, un très gros héritage à récupérer et on vous demande de participer finalement à des frais d'avocat et c'est vous qui vous retrouvez à payer quelque chose. Ou aujourd'hui, on voit pas mal de d'arnaques liées à des ce qu'on appelle des sextorsions. Donc, vous recevez un message vous disant que vous avez été observé derrière votre webcam et que si vous ne payez pas une rançon, eh bien, la personne qui vous écrit va diffuser ces images, qui pourraient peut-être nuire à votre réputation ou ce genre de choses. En général, même dans 99 des cas, même plus que ça, je pense, ils n'ont absolument rien, mais l'objectif, c'est de vous faire peur et de vous soutirer de l'argent. De nouveau, c'est peu dangereux, pour un système d'information, mais ça va être assez embêtant pour les personnes qui les reçoivent, qui peuvent paniquer un peu aussi quand ils reçoivent des mails de sextorsion, hem et ça vient vraiment, polluer finalement votre boîte aux lettres. Ensuite, on a quelque chose qui, d'un coup, devient vraiment plus dangereux, qu'on va classer dans la catégorie malware et dans cette catégorie, on va mettre tous les messages qui contiennent, une pièce jointe malveillante, une pièce jointe qui va essayer d'exécuter quelque chose sur votre machine, donc sur votre PC, sur votre Mac. L'objectif ici étant de verrouiller cette machine et d'y réaliser des actions, malveillantes. Alors il y a pas mal de types, enfin de différents types, de malware qui peuvent être, transmis par email. Ça peut être des virus, plutôt classiques, ça peut être des cryptolockers, des ransomware, dont je parlais, auparavant. Ça peut être, des vers qui vont essayer de se propager dans votre système d'information et de voler des informations ou au contraire qui vont rester dormants pour, après, avec des mécanismes de contrôle commande à distance, pouvoir réaliser des actions, à distance et ça peut arriver via des pièces jointes ou parfois via des emails qui vont vous faire télécharger une pièce jointe vérolée. C'est pas le code malveillant n'est pas nécessairement contenu, dans la pièce jointe de l'email. Dans tous les cas, là, ça peut avoir un impact extrêmement fort sur le système d'information puisque, cet impact peut ne pas être limité à la machine de l'utilisateur qui a ouvert la pièce jointe en question, puisque certains, eh bien malwares avancés vont pouvoir se propager à l'intérieur d'un SI. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle le phishing et le spear phishing. Alors, je vais passer sur la planche suivante pour en donner un petit peu plus de détails. Ce qu'on appelle le phishing chez Vade, ça va être de l'usurpation de marque. Donc, lorsque vous recevez un email d'un service que vous utilisez ou que vous n'utilisez peut-être pas, ça peut être votre banque, ça peut être votre opérateur internet, ça peut être un service tel que Netflix, ça peut être même des magasins en ligne. Aujourd'hui, on voit beaucoup de phishing autour de Fnac et de Darty notamment. Ouais et on en voit énormément sur des services cloud maintenant, donc Microsoft en particulier, mais aussi, des services tels que DocuSign, Let's Init, ou ce genre de choses qui sont utilisés vraiment par les professionnels et l'objectif de ces messages, ça va être, la plupart du temps, d'usurper vos identifiants de connexion au service qui est pris en compte, enfin qui est, détourné par l'attaquant en vous envoyant un faux mail pour vous faire croire que ça vient de ce service-là et en vous amenant sur une page web qui va contrefaire la page originale du service en question, pour vous inviter à rentrer vos identifiants sur le service en question. Une fois qu'ils ont ces identifiants, les attaquants vont les réutiliser sur le service original pour réaliser des actions frauduleuses. Il y a beaucoup de banques, notamment, liées aux nouvelles, réglementations européennes, et le fait qu'il y ait du multifacteur à mettre en place, des applications à installer sur les téléphones et cetera. On a vu, cette année, énormément d'augmentation du phishing et dans notre dernier lié aux banques, je veux dire et dans notre dernier rapport, de l'analyse des marques les plus fichées, finalement, c'est, Crédit Agricole qui s'est retrouvé, comme étant, la marque, la plus fichée sur le premier trimestre, 2021.
notamment parce qu'ils avaient des communications officielles à faire pour inciter les gens à mettre en place, de l'authentification multifacteur, pour accéder à leur compte bancaire et ça a été détourné par des phicheurs qui ont fait le même type d'email pour finalement récupérer les logins, officiels et originaux des personnes, qui seraient clientes chez le Crédit Agricole. Alors une des caractéristiques du phishing, en dehors de l'usurpation de marque, c'est que traditionnellement, c'était plutôt envoyé en masse. C'est-à-dire que voilà, les attaquants ont des listes d'utilisateurs, ils envoient un peu la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On voit de plus en plus d'attaques de phishing qui sont un peu ciblées, dans le sens où elles vont être personnalisées, où les attaquants, ils ont des bases de données avec bien des adresses email, bien sûr, mais aussi potentiellement les métiers exercés par les personnes qu'ils visent. Et au lieu d'envoyer un mail qui va être le même à toute une société, ils vont viser que deux, trois personnes dans la société en question. Ils vont envoyer le même type de mail à d'autres sociétés, mais chacun de ces emails va être différent, va contenir des informations personnelles liées à la personne qui est visée. Alors, c'est pas comme le spear phishing dont je vais parler juste après, ils n'ont pas visé pile poil une personne, hein. Ils vont envoyer peut-être 1000 fois le même type d'email avec des outils automatiques, mais il y a quand même une personnalisation avancée pour finalement donner confiance au destinataire de cet email. Et le deuxième type d'attaque avec usurpation, on va l'appeler le spear phishing. Donc c'est du hameçonnage avancé, où ici, il y a eu des méthodes d'ingénierie sociale pour viser une personne en particulier dans un environnement, souvent en fonction du poste qu'elle occupe, et ceci en usurpant l'identité de quelqu'un. Donc c'est vraiment un fondamental dans le spear phishing, c'est l'usurpation d'identité. Donc vous allez connaître ça sous le terme d'arnaque au président. Il y a d'autres types d'arnaques qui sont basées sur de l'usurpation d'identité, qui sont donc aussi du spear phishing, où finalement vous avez un attaquant qui va écrire un mail à la main, il va se créer une boîte aux lettres spécifiquement, il va envoyer cet email à une personne, parfois à deux, trois personnes, mais c'est vraiment rare qu'il y ait plus d'un destinataire dans un environnement, en se faisant passer pour une personne qui est connue par son destinataire et en lui demandant de réaliser des actions sensibles. Ça peut être des virements vers l'extérieur, ça peut être de l'achat, de cartes cadeaux. Il y a plusieurs types d'arnaques, basées sur l'usurpation d'identité. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de se faire passer pour une personne de confiance pour, finalement tromper le destinataire. Ça, c'est très difficile à repérer à la fois par la personne qui reçoit le message, puisque, bah, il va retrouver des caractéristiques dans l'email qui lui fait croire que c'est bien, la personne qui se dit être la personne qui la contacte. Et en même temps, c'est très difficile à détecter par tous les filtres techniques parce qu'il y a peu d'informations. C'est des mails qui sont envoyés à la main. On ne va pas retrouver de pièces jointes malveillantes, par exemple, ou de liens malveillants dans l'email. Donc, j'ai passé un petit peu de temps sur l'explication des différents types d'attaques qu'on peut retrouver, mais je pense que c'est important de bien comprendre ça pour voir finalement ce qui peut arriver aussi dans vos environnements. Donc, de nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou si vous le pouvez, les poser directement à l'oral. Donc des exemples de phishing, je pense que vous en avez tous déjà vu, avec bon ici phishing PayPal et phishing Orange. L'objectif étant de vous rediriger vers des pages qui ressemblent à ces services-là pour vous usurper des informations. Et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est du phishing lié à Microsoft. Et ici, par exemple, vous avez deux pages de connexion, une vraie page de connexion au service de Microsoft et une fausse page de connexion au service de Microsoft. Sans avoir plus d'informations, ça peut être extrêmement difficile d'identifier laquelle de ces deux pages est la page de login réelle, surtout que ça change de temps à autre en plus, donc on peut se dire que si c'est un peu différent, c'est parce que l'éditeur a changé finalement sa page de connexion. Ici, la page réelle est celle de gauche, mais ce qu'on voit maintenant même, c'est que vous avez des pages de login qui, de toute façon, ne présentent aucune différence visuelle, qui sont exactement les mêmes que les pages originales, mais qui vont être hébergées ailleurs et qui vont être là pour vous voler vos identifiants. Donc chez Veid, notre objectif, c'est vraiment de vous protéger contre tous les types de menaces, tout ce que je viens de présenter qui peut arriver par email, de vous en protéger, de les bloquer, d'empêcher qu'elles arrivent dans votre boîte aux lettres. Et si elles arrivent quand même, dans le cadre d'un de nos produits, bah, de venir les récupérer a posteriori. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va s'appuyer sur différentes briques technologiques.
Donc sur principalement, 3 couches qui vous sont présentées ici, sur des modèles intelligents, sur de l'intelligence artificielle et bien sûr sur, de l'intelligence humaine. Alors sur la partie modèle intelligent, on va se baser sur des algorithmes qui ont été écrits par nos équipes. Alors Veid, la société existe depuis 2004. On fait uniquement de la protection de la messagerie, hein, c'est notre spécialité, on n'a pas d'autres activités. Donc on se doit finalement d'être très bon sur la détection des menaces qui arrivent par email. Et donc, on a développé, au fur et à mesure du temps, des algorithmes qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de la détection d'anomalies. Nous ne sommes pas sur des technologies qui sont basées sur la connaissance préalable de la menace, mais plutôt sur, la détection des anomalies dans les emails qui vont nous permettre d'identifier des menaces, même si c'est la première fois qu'on les voit passer, qu'on ne les connaît pas, qu'on n'a pas leur signature, puisque nous ne sommes pas basés sur un moteur de détection par signature, qui lui aurait besoin de connaître exactement ou d'une manière très proche telle ou telle attaque pour pouvoir la détecter. Ici, quand on parle de détection d'anomalies, en fait, on va corréler différentes informations qu'on va trouver dans l'email, à la fois les entêtes techniques, les aspects protocolaires lors de la connexion entre les différents serveurs mail, la façon dont est rédigé l'email, le sujet qui va, le constituer, est-ce qu'il y a une pièce jointe ou pas dans cet email? D'où est-ce qu'il vient finalement? Pour corréler toutes ces informations ensemble et déterminer s'il y a des choses qui sont anormales par rapport à un email légitime. Par exemple, quand vous envoyez un email via votre client mail, Outlook, ça laisse des traces dans les entêtes techniques de l'email. On va voir qu'il a été envoyé par le client Outlook de version, XY. Si on trouve cette en-tête, dans un email qu'on voit passer, on va s'attendre à trouver d'autres caractéristiques dans cet email qui vont être liées à l'utilisation de ce client Outlook. Ou on va au contraire ne pas s'attendre à trouver certaines caractéristiques qui peuvent être liées à l'utilisation d'outils d'envoi d'emails en masse, de marketing par exemple. Quand vous envoyez un email de marketing, en général, vous avez aussi beaucoup d'informations dans cet email. Vous avez beaucoup de liens, vous avez des images, parce qu'on vous donne des informations, on vous invite à aller en général visiter le site web de la société qui vous écrit. Euh, et ça, c'est caractéristique. Ça va être un contenu qui va être caractéristique associé à des entêtes liées à des outils d'envoi de masse. Si au contraire, vous trouvez un contenu qui est presque vide, alors que vous avez des entêtes d'outils d'envoi de masse, plus de chances que ça soit un spam ou quelque chose de malveillant, parce que c'est pas, on va dire, le comportement qu'on attend d'un email de marketing. De même, si vous trouvez des entêtes liées à un envoi de masse, mais qu'en même temps vous trouvez des entêtes liées à un envoi par Outlook, c'est incohérent. C'est une anomalie, c'est pas quelque chose qu'on va attendre dans un email. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir détecter, qui vont être caractéristiques finalement, de mails malveillants, qui vont nous permettre de bloquer sans même forcément aller regarder s'il y a des liens dans le message, s'il y a une pièce jointe, qu'est-ce que fait cette pièce jointe, de la bloquer immédiatement. Donc ensuite, on va s'appuyer sur, de l'intelligence artificielle et sur, pas mal de méthodes que je vais décrire, sur les planches suivantes. Et bien sûr, on va s'appuyer sur l'intelligence humaine. Alors par là, on entend nos ingénieurs, sécurité qui vont surveiller ce qui se passe vraiment sur, la messagerie et sur les types d'attaques qu'on va pouvoir observer partout dans le monde, grâce à notre empreinte, dont Laurence parlait tout à l'heure, et du fait qu'on protège des boîtes aux lettres et qu'on a une présence mondiale, notamment chez les FAI. Ça va nous permettre de voir passer énormément de menaces, de voir des vagues d'attaques qui vont commencer dans certaines zones géographiques et de pouvoir les prévoir et agir en amont avant que ça arrive dans d'autres zones, puisque en général, bien les vagues d'attaques vont se baser sur les fuseaux horaires malgré tout, hein. Les emails vont être envoyés au moment où les gens aussi envoient des emails, donc ça va être dans la matinée ou en début d'après-midi, parce que c'est là que ça va se confondre le plus avec les emails légitimes. Et ça, on va pouvoir l'observer aussi. Et aussi, on va s'appuyer bien sûr sur les retours de tous nos utilisateurs, hein, puisque malgré tout, c'est impossible d'être 100% parfait sur de la détection, donc on va faire des erreurs de temps en temps. Et avoir finalement cette empreinte nous permet aussi d'avoir un certain nombre de retours quand on fait des erreurs, pour nous dire qu'on s'est trompé, et pour qu'on puisse améliorer au mieux le filtrage de nos technologies. Donc je vais détailler un petit peu, comment est-ce qu'on fait, justement, de la détection anti-malware, de la détection anti-phishing et de la détection anti-spear phishing. Alors sur le malware, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est principalement des pièces jointes qui vont être transmises par email. Une des caractéristiques de ces pièces jointes dans le domaine de l'email, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas du code compilé. Ça va pas forcément, vous parler, mais ça va être du code, exécutable, donc des pièces jointes qui contiennent du code malveillant, mais qui va être, sous un langage, interprétable.
donc on pourrait presque lire, en tant qu'humain. Alors parfois qui va être obfusqué, mais principalement ça va être des documents Office avec des macros, qui font des actions malveillantes. Ça va être des PDF qui contiennent d'autres choses, inclus dans le document, qui vont contenir du JavaScript. Ça va être parfois des fichiers HTML avec aussi du JavaScript malveillant et finalement ce code qui est malveillant et contenu dans ces pièces jointes, eh bien on peut l'analyser, on peut l'interpréter, on peut comprendre ce qu'il fait sans exécuter le document, en tant que tel, donc sans l'ouvrir avec, l'environnement, par exemple avec Word, si c'était un document Word, pour regarder ce qu'il fait. On va pouvoir vraiment analyser le code contenu, le corréler avec toutes les informations qu'on a sur ce document, mais aussi sur l'email pour comprendre si le document en question est malveillant ou non. Par exemple, si vous avez un fichier Excel, en général, ça contient un certain nombre de données dans les cellules des pages du fichier, des feuilles du fichier. Si ce fichier, il a assez peu de données dans les cellules, mais qu'en même temps, il a une très grosse macro qui essaye de récupérer quelque chose sur Internet, ben, ce n'est pas un comportement que vous allez attendre d'un fichier Excel légitime. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver pourtant dans les fichiers Excel qui essaient de diffuser des virus. Donc simplement et c'est extrêmement simple mon exemple bien sûr, hein, on va beaucoup plus loin que ça, mais détecter ce type d'anomalie, ce type de comportement dans un document va nous donner des indices sur le fait que c'est probablement, un comportement malveillant. Et cette approche, a l'avantage de ne pas se baser sur de la signature, donc on n'a pas besoin de connaître un malware pour le bloquer, hein. Notre approche est agnostique, on va dire, de la connaissance qu'on va avoir de la façon exacte dont est basé un malware, alors qu'en général, un antivirus, bah, il va avoir une base de signature. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il voit un élément passer, il va calculer, une signature liée à cet élément. Et s'il n'y a ne serait-ce qu'un octet qui change dans l'élément original, la signature va être différente et ça ne va pas être détecté par l'antivirus. Et ça, c'est des méthodes qui sont utilisées par les attaquants aujourd'hui. De même que pour le phishing, je vous ai dit qu'ils envoyaient des emails qui sont personnalisés pour chaque destinataire. Pour les malwares, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer des emails où la pièce jointe va être différente dans chaque email. Ça va être globalement le même code, mais il y a quelques petits éléments de différence entre chaque euh, pièce jointe qui va être envoyée dans chaque email qu'ils vont transmettre qui font que toutes les signatures de toutes les pièces jointes seront différentes. Donc les mécanismes de protection par signature vont être inefficaces. Même si ils détectent une pièce jointe comme étant malveillante et qu'ils ajoutent la signature, ils ne verront pas toutes les autres. Et de même, les attaques aujourd'hui utilisent beaucoup des réseaux, puisque une des méthodes qui est utilisée assez classiquement pour bloquer les emails, ça va être la réputation des IP qui vous transmettent les emails. Or aujourd'hui, les attaquants, ils envoient des vagues qui sont relativement faibles en volume et surtout chaque email, ou presque chaque email va être envoyé depuis une IP différente parce qu'ils utilisent des réseaux de botnet, et ce genre de choses qui vont leur permettre d'avoir des IP qui sont inconnus et qui n'ont pas mauvaise réputation et ça leur permet de passer à travers tous ces filtres, on va dire, de premier niveau, mais qui sont malgré tout utilisés par un certain nombre de solutions. Et là, on a une méthode qui est complètement différente, et qui va pouvoir détecter même des malwares, dès leur première apparition, même si on ne les connaît pas du tout, qu'on ne les a jamais vus. Donc pour parler du phishing, le phishing, l'usurpation de marque, ici on va faire pas mal de choses, sur le phishing. On va déjà essayer de comprendre, finalement quelle est la marque qui est usurpée. Est-ce qu'on retrouve dans le corps de l'email, dans les images qui
Donc quand vous avez une boîte aux lettres chez Microsoft 365, vous avez déjà, une solution de protection qui s'appelle Exchange Online Protection, alors qu'on a représenté sous le terme, d'EOP ici. Et cette solution de protection a fourni un certain niveau de sécurité et elle est capable de bloquer un certain nombre de menaces, mais ce qu'on va considérer comme des menaces connues. Et d'ailleurs, Microsoft communique là-dessus. Microsoft garantit bloquer 100% des menaces qu'il connaît. Malheureusement, ils ne garantissent rien sur les menaces qu'il ne connaît
avec des journaux des emails qui vont vous présenter, sur, les 90 derniers jours, tous les emails qui sont arrivés dans votre environnement. Alors ne gardons pas de copie des emails, hein, ça garde uniquement certaines métadonnées, que vous allez pouvoir retrouver via ces journaux. On garde bien vrai mail d'Amazon et on va demander à l'utilisateur d'identifier quel est le mail de phishing et si qu'il se trompe ou non, on va lui donner un conseil et vous allez pouvoir retrouver donc par exemple le conseil qui serait donné ici, vous allez pouvoir retrouver des statistiques sur la console Veil, sur
premièrement, et les évolutions tarifaires. Éléments dans le chat. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous également. Merci à À vous. bientôt. Nous allons Merci. donc clôturer s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, sur cette présentation. Merci. Au revoir. Donc, bonne journée à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.